d'habitude. Je vais me mettre à ma place. Voilà. C'est ma place. Ben, je vous écoute. Non. Là, c'est vous qui allez m'écouter pendant un moment, disons un certain moment. Et donc, je vais, comme l'a dit Manu, je vais vous parler de pédopsychiatrie. Alors, la pédopsychiatrie, c'est une option dans la psychiatrie, c'est la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. J'ai exercé la pédopsychiatrie pendant 35 ans. Et en fait, la psychiatrie pendant 40 ans en tout, hein, avec les deux parfois. Ce qui fait que bon, j'ai une petite expérience. Et si je viens aujourd'hui devant vous pour en parler, c'est pour une raison extrêmement précise. C'est que je suis très inquiète sur le devenir des enfants qu'on va soigner en psychiatrie. Et je voudrais vous partager pourquoi je suis inquiète, comment je suis inquiète, et mon souci que on se le dise, qu'on se le dise. Voilà. Alors, pourquoi je suis inquiète? En quelques mots, pour introduire le sujet, nos lois ont beaucoup changé, les pratiques ont beaucoup changé, et je pense que nous avons affaire à des lois plutôt toxiques. Qu'au nom du progrès, des sciences et des connaissances, on est en train de détruire toute possibilité de soigner les enfants, et je mâche mes mots. Donc, comme vous le savez, un psychiatre, c'est quelqu'un qui n'est pas très accessible en général. Bon, on fait comme on peut pour être gentil, mais en société, ça passe pas trop. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis psychiatre, ok. Donc je suis podologue, voilà. Bon, je suis pas podologue, je suis psychiatre et psychiatre d'enfants. Ah, mais alors, ma vie, ma femme, mon enfant, non, non, je ne suis pas là pour ça, non, j'arrête. Et parce que psychiatre, c'est un métier avec une certaine prestance, un certain rôle. Et donc, moi j'ai souvent eu l'impression d'être un homme quand j'exerçais ce métier. Il fallait que je le fasse comme un homme. Alors, ne me demandez pas pourquoi, on m'a déjà demandé. Je ne sais pas. C'est une impression subjective. Peut-être vous pourrez m'expliquer pourquoi je me sens comme un homme quand j'endosse ce rôle. Et alors, je parle de rôle parce que j'aime beaucoup le théâtre. Et je pense que psychiatre, ça a été mon plus grand rôle dans la vie. Et que, en fait, bon, j'ai un ami qui me dit c'est pas un rôle, c'est un personnage. Mais un personnage, ça peut être un personnage de théâtre. J'ai habité ce rôle et je l'ai habité comme j'ai pu. Parce que derrière la psychiatre, il y a une petite fille qui a grandi, qui est devenue une femme, enfin il paraît. Une mère, tout ça, toutes cette sorte de choses, et qui n'est pas seulement psychiatre, mais qui est aussi un peu. Il y en a là-dedans. J'aime bien, ça ne se voit pas toujours, des fois j'ai l'air triste parce que je suis un peu comme ça, les humeurs, ça monte, ça descend, on appelle ça bipolarité aujourd'hui. Non, j'ai pas été diagnostiquée, mais je le suis, avec l'humeur en bas, en haut, comme le temps, quoi. Hein, ça monte, ça descend, c'est normal. Bon. Et en plus, j'ai un petit grain de folie, sinon je ne pourrais pas exercer ce métier, c'est évident. Il y a même un copain qui m'a dit, toi, t'es folle de ton métier. J'ai dit, c'est vrai. Donc voilà, les psychiatres sont des fous pour leurs patients, mais ils ont un avantage sur eux, c'est qu'ils gagnent leur vie avec. Voilà. Donc, pour vous introduire dans cette question de la folie, j'ai envie de vous parler de théâtre, évidemment, parce que Shakespeare, c'est un auteur que tout le monde connaît, je crois, hein, à peu près. Même ceux qui ne font pas de théâtre, ils ont entendu ce nom-là, un jour ou l'autre. Et Shakespeare, il parle de la folie à merveille. Et j'aimerais vous parler de la pièce Le Roi Lear,
Alors, je ne vais pas vous la résumer parce que c'est très long, très grand, il se passe des tas de choses. Et je vais vous faire le noyau de ce que j'ai envie de vous dire sur le roi Lear. Le roi Lear, donc, c'est un roi respecté de tous, honoré, qui a sa puissance, sa garde autour de lui. Il a 3 filles. Et un jour, il vieillit un peu, comme Biden, il perd un peu la tête. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Eh ben, il veut faire une enquête de satisfaction auprès de ses filles. Mes filles, comment m'aimez-vous? La première, elle dit: oh père, je t'aime. Comme l'or, l'argent, la puissance, je t'aime, tu es le meilleur père du monde, je ferai tout pour toi. La deuxième: ah, je t'aime, mon père, comme la vie même, je mourrai plutôt que de te voir disparaître. La troisième: bon, papa, moi je t'aime, mais comme un père, ni plus ni moins. Je te respecte parce que je dois te respecter. Bon, ben voilà, je suis comme ça. Le roi Lear, il pète un plomb. C'est sa fille préférée, et elle lui fait ce coup-là devant toute sa garde de l'aimer comme un père et rien de plus. Ça ne prend pas. Il l'a banni. Et il y en a un qui est là et qui est le fou du roi. Et lui, il dit: ce roi-là, il a perdu la tête. Voilà, ça c'est un moment de folie. Cette histoire, elle va se terminer dans un bain de sang, dans l'horreur. Et ce qui va se passer, c'est qu'au milieu de la pièce, le fou du roi disparaît de la pièce. On n'en parle même pas. Shakespeare, il n'en parle même pas. Ça ne peut pas être un hasard. Pourquoi il disparaît? Parce que le roi, enfin, parce que ça c'est moi qui le dis, c'est pas les traducteurs, tout ça, les commentateurs. Moi je pense que le roi étant devenu complètement fou, il ne tolère plus la folie. Il la met de côté. Elle n'existe plus. C'est lui qui est fou, mais ça il ne le sait pas. Et je crois qu'aujourd'hui, les normopathes psychophobes qui nous gouvernent, alors ils ne sont pas le roi Lear, hein, mais dans leur rapport au pouvoir, il y a quand même un petit problème. Et donc, il faut faire avec, mais c'est pas bon pour nous ni pour nos gamins. Donc réveillons-nous. Voilà. Mesdames, messieurs, je suis obligée de faire le code parce que, excusez-moi une seconde, je me retourne, c'est pas très élégant, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que ceci? C'est un cerveau. Un cerveau. Ceci est un ordinateur. Et ceci est une imagerie fabriquée par des algorithmes très puissants. On se le tienne pour petit. Voilà, donc je vais maintenant passer à une explication sur comment une jeune femme d'à peu près 19, 20, 21 ans, allez, 21 ans. Comment une jeune femme de 21 ans, issue d'un milieu bourgeois, excusez-moi, avec des moyens, qui veut faire de la musique, qui veut faire du théâtre, mais qui sait qu'elle ne pourra pas, comment elle devient psychiatre? C'est très simple. Parce qu'elle va mal. Dans sa tête. Et aussi parce que, au moment où elle est enceinte quand il ne faut pas, à 19 ans, c'est quand même un peu tôt dans ces milieux-là, puis ça ne se fait pas quand on n'est pas marié, il y a son frère qui est à l'hôpital psychiatrique, pour la première fois. Et quand elle va faire le deuxième enfant à 23 ans, rebelote. Son frère à l'hôpital psychiatrique. Non, ça n'a rien à voir, c'est ce qu'on m'a dit. Il n'y a pas d'effet de cause à effet, c'est des trucs de coïncidence. Et moi, quand mon frère est à l'hôpital psychiatrique, ça bouleverse toutes mes valeurs. Tout ce que j'ai appris, enfin, c'est plutôt des intuitions que j'avais à l'intérieur, qui disent ça va pas là où je suis, ça va pas ce qu'on me raconte, ça va pas, c'est pas possible que ce soit comme ça. Si mon frère peut ressembler à un fou, on ne dit pas fou, mais un fou, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme on m'a dit. Alors, ce serait très long de tout vous expliquer, mais en gros, la religion,
le sens du travail, tout ça, c'était plus possible pour moi. Donc, au lieu de faire médecine comme j'avais commencé, pour pas faire comme mon frère qui faisait maths spé et je trouvais qu'il travaillait trop, j'ai fait médecine, j'ai travaillé beaucoup plus, mais j'ai commencé à me dire que j'allais faire psychiatrie. Oh, ça c'est pas pour les petites filles, m'aurait dit mon papa. Mais je l'ai fait quand même. Et mon papa, après, il m'a parlé en me demandant qu'est-ce qu'il faut faire. Ça met la valeur. J'avance dans la psychiatrie, mais moi j'ai des crises d'angoisse. Toutes les nuits, 4 heures du mat. Je vais mourir tout de suite. Je vais consulter à la clinique où mon frère a été, où on m'a interdit d'aller le voir. C'était pas le droit, c'est que la sœur, il n'y a que les parents qui avaient le droit. Bref. Et là, on me donne un petit comprimé de Librium. Liberté, Librium, c'est beau ça. Paf. Plus d'angoisse, tout va bien. Formidable. Sauf que ça recommence la nuit suivante, un comprimé. Et puis, quand même, moi je suis pas très d'accord avec ça. Si j'ai des crises d'angoisse, c'est pas pour rien. Et il va falloir que je cherche pourquoi. Et en plus, comme j'ai décidé de faire psychiatrie, et que à l'époque, nous sommes dans les années 80, tout de même, à l'époque, pour faire psychiatrie, il fallait faire psychanalyse. Exactement, une psychanalyse. Alors aujourd'hui, c'est plus le cas. Hein. Surtout, faites pas de psychanalyse si vous voulez être psychiatre. Mais à l'époque, c'était obligatoire pour une raison très précise, c'est que pour s'occuper de personnes avec des difficultés psychiques, quelles qu'elles soient, il fallait comprendre un peu comment ça fonctionnait à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il fallait comprendre de l'intérieur. Donc, je frappe à la porte du psychanalyste. Enfin, j'en ai essayé plusieurs, puis j'en ai choisi un. Ça faut toujours faire ça, hein, choisir. Et donc, je démarre une psychanalyse. Et au début, il me fait des feuilles parce que j'ai pas de fric, parce que je gagne rien. Et puis, petit à petit, ça devient une psychanalyse où je m'allonge sur le divan. Alors là, c'est moi. Et là, c'est lui. Pardon. Lui ou elle, il paraît que ça n'a pas d'importance. Et là, moi, je suis complètement bloquée au bout d'un moment. Une fois que je suis sur le divan, j'arrive plus à parler. Tant que j'étais en face à face, c'était facile, je pouvais parler. Je suis bloquée. À la fin de la séance, j'arrive à dire 3 mots, 4 phrases. Oui, mes crises d'angoisse, tout ça. La semaine prochaine. On échange un petit billet et hop, enfin on échange. Non, on échange pas, je le donne. Et de séance en séance, tout un tas de variétés de raclements de gorge. Et un jour, moi je me demande, mais qu'est-ce qu'il a dans la tête? Qu'est-ce qu'il croit? J'ai quoi? C'est quoi son diagnostic à lui? Qu'est-ce qu'il pense? Que je suis une structure limite, une structure hystérique? Ah non, pas hystérique, une structure psychotique. Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que je suis... Qu'est-ce que c'est? Et un jour, je me lève. J'en peux plus! Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi? Quoi que j'ai? Alors là, je le fais assez fort, mais c'était un petit peu moins fort, parce que j'étais très très inhibée. Je suis assise, hein, transgression, je me suis fait du divan, hein, trop forte. Il faut le faire. Hein. Semaine prochaine. Mais à partir de là, je me suis débloquée. J'ai réussi à lui parler. De tout un tas de choses, et j'ai commencé à aller mieux. Enfin, de mon point de vue, parce que du point de vue de la famille, ils n'étaient pas trop d'accord avec ce qui se passait. Je m'étais mariée en robe blanche, tout ça, j'avais fait tout bien. Et petit à petit, mon couple... et ma famille, ils ont dit, c'est la faute à la psychanalyse. Bon, bref. Toujours est-il qu'il n'y a pas que la psychanalyse, il y a aussi le fait que quand on démarre psychiatrie, on entre à l'asile, et c'est pour un bon bout de temps. Et moi, l'asile, pour moi, c'est un lieu extraordinaire, parce que je vais savoir, je vais comprendre comment penser ce qui est arrivé à mon frère. Donc pour moi, c'est un lieu sacré, c'est le Saint des Saints.
je vais entrer dans le lieu de la connaissance. Bon. Quand j'entre, c'est enceinte de mur, c'est une autre forme d'enceinte. C'est des clés, des portes, des clés, des portes, des clés, des portes, et puis on voit des patients, certains assis sur une chaise, attachés avec leurs bras, d'autres bavant dans un coin, d'autres qui vous approchent à toute vitesse. Allez, qui êtes-vous? Bon. D'autres qui parlent en soliloquie. Bon. Mais j'ai une chance incroyable, c'est que dans cet asile, qui est celui de Charenton, Saint-Maurice s'appelle parce qu'on dit plus Charenton, c'est trop connoté. Très important de changer les mots. Quand c'est connoté, on change de mot, comme ça on croit que c'est plus connoté, ça fait mieux. Eh bien, j'arrive dans une grande réunion dans laquelle on parle des patients. Il y a tout le staff médical, sciences sociales, infirmières, tout ça. Et là, moi, je suis assise en petite stagiaire, toute jeune, et il y a une assistante sociale qui pleure. Elle pleure, mais elle n'est pas bien. Et le chef de service, il est hyper compréhensif. Et lui, ah oui, c'est compliqué ce que vous avez vécu avec ce patient, oui. Donc je comprends que ça a été très difficile. Et les autres infirmiers, médecins, de dire oui, moi aussi, pour moi c'est compliqué. Enfin, tout un échange de réflexion autour de la situation du patient qui avait été violent avec eux. Et ça, c'était mes premiers pas dans un monde qui n'est pas seulement la psychiatrie, mais qui est la psychothérapie institutionnelle. La psychothérapie institutionnelle, c'est un mouvement de soins dans les hôpitaux psychiatriques qui est né au cours de la Deuxième Guerre mondiale. À cette époque-là, à l'hôpital de Saint-Alban, en Lozère, un certain François Tosquelles a été appelé par le médecin-chef de l'hôpital et a permis une chose exceptionnelle. C'est-à-dire que pendant la guerre, les hôpitaux psychiatriques, on les laissait mourir de faim, les patients. C'était terrible. Il y a eu beaucoup de malades mentaux qui sont morts à cette époque. Mais dans cet hôpital-là, François Tosquelles, il va mettre au travail et les soignants et les patients pour trouver des manières de trouver à manger, de cultiver le jardin, de chercher comment se mettre ensemble, travailler. Ils ont créé tout un collectif de vie dans lequel chacun a bossé, qu'il soit fou ou qu'il soit soignant. Et ce qui se passe quand c'est comme ça, c'est que les patients, dans les responsabilités qu'on leur donne à la hauteur de leurs possibilités, ce qui se passe, c'est que ils n'ont plus l'air fous quand ils font la cuisine, ou quand ils vont dans les champs, ou quand ils vont faire la tour des fermes pour voir qu'est-ce qu'on peut récupérer. Alors ils continuent de délirer, il ne faut pas croire, s'ils ont besoin de délivrer, ils délirent. Mais ça prend moins de place. Et c'est là la grande différence. Et ce mouvement donc de psychothérapie institutionnelle va se développer après la guerre, parce qu'il y a beaucoup d'institutions de toutes sortes qui vont accueillir des enfants, des infirmes, des enfants orphelins, des enfants détraumatisés, toutes sortes. Et il va y avoir toute une réflexion sur la psychothérapie institutionnelle, on appelle ça la psychiatrie institutionnelle ou la psychothérapie comme on veut. Et puis il va y avoir la pédagogie institutionnelle, tous des mouvements de recherche de comment soignants, soignés, pédagogues, adultes, enfants peuvent se rencontrer, chacun à sa place, mais dans une construction commune de l'espace collectif à vivre. Et donc dans cet hôpital où je suis arrivée, c'est ça que j'apprends. À la fac, je lis des tas de bouquins, on me fait découvrir des théories, des tas de choses, et ce que j'apprends, c'est que la psychiatrie est un monde pluriel. Il y a plein de façons de faire la psychiatrie. Il y a la psychiatrie institutionnelle, il y a toutes les réflexions psychanalytiques, mais il y a aussi la psychiatrie biologique, il y a la psychiatrie américaine avec les thérapies cognitives qui à l'époque n'existent qu'à peine. Et tout ce monde-là, on peut choisir comment on bosse. Psychiatrie biologique, ça fait que les médicaments arrivent et qu'ils vont rapidement dire que les médicaments, c'est ça qui a changé les hôpitaux psychiatriques. Mais c'est pas vrai.
Ça a changé les hôpitaux psychiatriques, mais ce n'est pas seulement ça qui a changé les hôpitaux psychiatriques. Moi, pendant ce temps-là, bon, j'apprends beaucoup de choses, j'ai pas beaucoup de temps de faire autre chose, mais je vais commencer à apprendre la danse. Mais aussi, je vis une très 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 mauvaise pièce de théâtre. Ma famille, mauvaise fille. Mon mari, mauvaise femme. Les jours où je me retrouve toute seule à m'occuper de mes enfants. Je vais mieux parce que je fais l'analyse, mais je suis toute seule avec mes 2 gamins. Avec les avocats qui nous entraînent dans des dissensions inutiles et une marâtre qui en rajoute. Bref, qui va, bon, le bordel total. Ah, bon, je sais pas, non, je suis pas devenue folle, mais bref. Enfin, ça aurait pu être, hein, parce que mais j'allais m'occuper des autres pendant que je me demandais s'il fallait que je mette mes enfants en famille d'accueil. Eh bien oui, on peut le faire. C'est pas parce qu'on va mal qu'on ne peut pas s'occuper des autres. Mais quelquefois ça fait du bien, parce qu'on se rencontre. Voilà. Et j'ai mon diplôme. Oui, je fais un mémoire sur la peinture à doigts, sur la vidéo avec les enfants, parce que je fais mes premiers pas en pédopsychiatrie. Et c'est là que je découvre que c'est ça qui me plaît. Même si toute ma recherche, c'est de comprendre ce qui est arrivé à mon frère, le travail, ça va être de m'occuper d'enfants. Et petit à petit, d'enfants, de parents, de famille, d'équipe. Ça va être passionnant. Donc, armée d'un diplôme de docteur en médecine et de spécialité de psychiatre et d'une petite expérience en pédopsychiatrie, je peux rentrer dans une profession avec un salaire. J'entre dans une association qui s'occupe d'adolescents et d'enfants. Après quelques années, je suis admise à travailler dans le lieu qui me plaît le plus, c'est celui pour enfants. Et c'est un lieu inspiré de la psychothérapie institutionnelle, lui aussi, dans lequel les enfants, le matin, ils ont le forum. On inscrit les enfants dans les ateliers, on inscrit les ateliers dans lesquels ils sont inscrits automatiquement, on regarde s'il y en a qui ont envie d'aller à l'école ou pas, on prépare la journée, on inscrit les événements, le quoi de neuf, tout ça. Dans une journée d'enfants, il y a des groupes de vie, il y a des groupes d'activités. L'école, on n'y va que si on a décidé de s'y inscrire, parce que comme ce sont que des enfants qui ont des grosses difficultés à l'école, qui se sont fait jeter, ben on leur dit « Oh, il n'y a rien qui est prêt, tu iras quand tu auras envie d'apprendre ». Puis bon, moi, je suis référente d'un groupe ou l'autre, je rencontre les enfants dans une activité, j'anime une activité avec des éducateurs. Et puis on se balade dans les couloirs de l'institution ou dans la cour, et puis on rencontre des gamins qui viennent vous chercher pour vous dire un truc ou l'autre. Et un jour, il y a un petit zébulon, il est tout devant, il est comme ça tout le temps, et puis il embête tout le monde parce que on ne sait pas quoi en faire. Il se plante devant moi. C'est toi ma directrice de cure. Alors, directrice de cure, je savais quand même ce que ça voulait dire. Directrice de cure, c'est une nomination qui aujourd'hui ne passerait pas du tout, mais qui est évidemment inspirée de la psychanalyse et de Freud et Lacan, et qui veut dire que qui voulait que je sois son référent dans l'établissement à côté de cet hôpital de jour, où se faisait le suivi familial, pour que le suivi ne soit pas complètement collé au suivi dans l'institution. Donc il y a un regard un peu tiers, un peu extérieur. Et donc ce petit zébulon, il a été viré d'un certain nombre d'écoles, parce qu'il était trop agité, qu'il n'apprenait pas. Et à l'hôpital de jour, bon an, mal an, il s'inscrit dans des activités, il progresse, il avance. Et puis moi, je vais recevoir ses parents au CMPP d'à côté. Donc, bon, il y a le bureau, mais je me mets devant.
Et puis petit à petit, les parents vont commencer à me raconter la vie familiale. Je vais recevoir la maman toute seule. Et puis le petit Léo, donc il s'appelle Zéo, il s'appelle pas Zébulon évidemment. Enfin c'est des faux noms, hein, je suis obligée, mais tout le long, je vous dirai que des faux prénoms. Et ben, un jour, il va refaire le Zébulon. Alors qu'on avait fait des tas de progrès, il refait le Zébulon. Et je suis obligée de courir après, il s'enfuit, jusqu'à ce que je comprenne qu'il ne voulait plus venir me voir tout seul. Il voulait que je voie sa maman et son papa. Lui, il se débrouillait à l'hôpital de jour. Ok, bah oui, mais il suffisait que tu me le dises, t'étais pas obligé de me faire courir partout. Et c'est comme ça. Le travail thérapeutique dans cet hôpital de jour, tel que je l'ai appris, c'est la relation qui compte, c'est les inventions, les trouvailles qu'on fait ensemble en se rencontrant, c'est beaucoup de temps à discuter avec les collègues, éducateurs, psychomotes, orthophonistes, pour essayer de voir ce qui se passe pour tel enfant, les regards croisés, pour essayer de comprendre comment cet enfant-là, pourquoi avec l'orthophoniste il est odieux et pourquoi avec la psychomote il progresse et il sait lire. Avec l'orthophoniste il ne sait pas lire. Bon, ça on voit ça souvent. Et puis donc on réfléchit ensemble, ce qui s'est passé, le cheminement de l'enfant. Il progresse. Et mon petit Léo, un jour, il s'est inscrit à l'école. Et puis après, il a commencé à apprendre vraiment, et après il a dit, moi je ne veux plus aller à l'hôpital de jour, je veux être normal. Et il a demandé à aller à l'école. À l'école, il a trouvé ce qu'il a trouvé. Mais sa maman, elle n'était pas malade mentale, non, mais petit à petit elle allait quand même mieux. Qu'est-ce qu'elle avait, on ne sait pas. Alors le diagnostic de Léo et de Zébulon, on s'en fichait un peu. Bon, on en avait bien une idée, et puis on s'engueulait un peu pour dire oui, non, mais là je le vois plutôt comme si. Et puis quand l'orthophoniste disait qu'il ne voulait pas lire, on s'engueulait parce que il ne sait pas lire. Mais si, je te dis, il a lu le panneau l'autre jour quand on est allé en sortie. Bon, que des choses comme ça. Ça, c'était la vie quotidienne. Et c'est pour dire que pour soigner, il fallait être plusieurs, travailler en équipe, pouvoir supporter les conflits à l'intérieur de l'équipe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire soigner l'institution. Ça veut dire que le soin, c'est la relation, et pas seulement la relation du patient au soignant, c'est aussi la relation du patient à chacun des soignants entre eux, et des soignants avec les partenaires sociaux avec lesquels on finit par travailler. Enfin, on commence. Parce qu'il faut avoir des bonnes relations avec les partenaires pour qu'on nous confie les enfants dans de bonnes conditions. Bref, c'est tout un travail de la relation, et c'est ça qui compte. Quand j'y pense, c'était une sacrée époque. Alors par exemple, soigner l'institution, il y avait un groupe des petits, où j'étais référente de ce groupe. Ça veut dire que toutes les semaines, les éducatrices psychomotes parlaient avec moi. C'était des petits enfants de 4-5 ans, qui avaient des troubles sévères du langage, de la relation. Et c'était un petit lieu un peu préservé au sein de l'établissement, dans lequel on était assez contente de travailler. On n'était que des filles, évidemment, à cet endroit-là, mais ça fait rien. Et le plaisir à travailler, il était vraiment grand. Et un jour, j'arrive à la réunion. Grand silence, très pesant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Non, rien. Rien, il ne se passe rien. Bon, si vous voulez, si vous pensez qu'il ne se passe rien, enfin, je ne suis pas tout à fait dupe. Je vois bien qu'il s'est passé quelque chose. Mais ce n'est pas le moment pour elle de me parler. Je ne vais pas leur dire, si, je sais que... Non, pas le moment. Mais la semaine d'après, il y a une des éducatrices qui arrive et qui me dit, docteur, il y a un problème là. L'autre jour, le petit Maxence là, il a balancé une chaussure sur la collègue, et la collègue elle a dit « Vous n'en parlez pas !» Parce qu'elle avait honte. Elle avait l'impression d'avoir mal bossé. C'était un gamin qu'elle aimait beaucoup, avec lequel elle travaillait très intensément.
elle m'en a parlé, l'autre éducatrice. Et puis, elle lui a dit qu'elle m'en avait parlé, et que je ne m'étais pas fâchée. Et puis, on a pu en reparler à la réunion suivante. Ça, c'est soigner l'institution. Une autre façon, Marie-Christine. Je reçois Marie-Christine dans un établissement pour jeunes adultes, 18-25 ans. Une jeune qui a un parcours institutionnel depuis la petite enfance et qui essaye de trouver des façons de s'insérer dans la vie. Et que je reçois donc régulièrement, puisque je suis médecin de la structure, et elle me dit Pouh, je me souviens quand j'étais à l'institut machin, il y a des éducateurs, ils m'ont écouté et ils ont changé ma vie. Ils m'ont vraiment aidé. Et il se trouve que je travaillais à l'Institut Machin, sur un autre mi-temps. Ah, vous savez pas, j'ai vu Marie-Christine, je crois qu'elle était dans votre institut quand elle était petite. Marie-Christine, me dit l'éducateur, on n'a rien pu faire pour elle. Elle avait l'air tellement déficiente, on ne comprenait rien de ce qui se passait pour elle. Détrompez-vous. Elle vient de me dire la semaine dernière que vous l'avez beaucoup aidée. Et que sans vous, ben, elle ne sait pas où elle en serait. C'est ça, soigner l'institution. C'est savoir que, eh ben, c'est des petites choses qui font que ça change. Sur le groupe des petits, on regardait la petite cuillère, on regardait, est-ce qu'il reste un peu plus de 5 minutes assis sur sa chaise cette fois-ci? Est-ce que il m'a croisé le regard aujourd'hui? Et j'ai senti que sa relation, ça devenait plus chaleureux. Et il est sorti du bain, il avait du tonus, alors que jusque-là, c'est un gamin qui n'en avait pas. Des petits détails de tous les jours. Mais dans ces institutions, il y a aussi des choses comme ça qui font qu'on n'est pas très bien. Par exemple, il y avait un adolescent qui est rentré dans encore un autre établissement et il faisait peur à tout le monde. Tout le monde avait très très peur de lui parce qu'il s'était fait virer d'un collège pour insulte à un professeur, viré d'un autre collège pour avoir fait mal à un autre gamin. Et donc, il était étiqueté comme dangereux. Et puis, on nous l'avait envoyé à l'IME pour qu'on essaye de lui trouver des façons de s'insérer parce que les collèges n'en voulaient plus. Il faisait peur. Et les éducateurs se disaient, mais il va nous faire peur à nous aussi, on est obligé de le prendre parce que la commission départementale de l'éducation spéciale, CDES, a dit qu'il fallait qu'on le prenne. Et à l'époque, on ne pouvait plus refuser des adolescents et des lois qui nous l'imposaient. Je ne dis pas que c'est mal ni que c'est bien, c'était comme ça. Eh bien, ce jeune-là, on a parlé ensemble de notre peur. Oui, on avait peur de lui, on avait peur qu'il pète un câble. Jusqu'au jour où il me dit, dans le bureau, en présence de l'éducateur, combien il a peur de la peur qu'il inspire. Et ça change tout. Ben oui, ça lui fait peur de faire peur à tout le monde. Mais quand il a la colère qui lui monte parce qu'on l'insulte, eh ben il ne sait pas ce qu'on va dire, c'est comme ça. Donc à partir de là, on est rentré dans une alliance. Malheureusement, dans les institutions, il y a aussi des rapports de pouvoir, des enjeux dans lesquels les adultes veulent être plus soignants que l'autre, être plus efficaces que l'autre. Donc on joue des mécaniques pour montrer qu'on est meilleur psy que l'autre ou meilleur éducateur que l'autre, comme partout. Les rivalités sont là. Les enjeux de pouvoir sont aussi dans la domination par le diagnostic. Et donc, il faut que je vous explique ce que j'en pense du diagnostic. Alors, je vais faire un petit détour par quelque chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure, mais qui me plaît bien. Donc, je vais revenir à la psychiatrie adulte pendant quelques secondes, quelques minutes peut-être. La première chose, c'est, vous vous souvenez de cet asile où ce grand psychiatre recevait l'assistante sociale dans la réunion et
Ben, ce grand psychiatre, il nous faisait aussi des cours. Et on regardait en vidéo la vidéo d'une femme qui avait eu dans sa vie des choses assez difficiles. Bon, on passe les détails. Une mère alcoolique, un père violent, voire violeur, des enfants qui n'allaient pas bien, un décès, etc. Enfin, tout ce qu'on peut imaginer de pire. Et le patron nous dit bon, alors quel est votre diagnostic? Oh, j'ai une collègue là, Florence, qui dit bah, bon, c'est une femme qui a eu bien des malheurs. Ben, ça, c'est pas un diagnostic. Ah non, c'est pas un diagnostic. C'est une névrose de destinée. Et ouais. Bon, alors les gamins aujourd'hui vous diraient, c'est ton destin. Alors, bon, pourquoi on dit névrose de destinée quand on est psy? C'est parce qu'on est taré, effectivement, c'est parce qu'on se paye de mots, c'est parce qu'on fait des théories absconses. Bon, pour vous dire en quelques mots, s'il y a un petit intérêt à ça, un petit, parce que le reste, je suis d'accord avec vous, c'est quand même abusé. Il y a un petit intérêt. C'est de se dire que cette personne-là, ben oui, elle a eu bien des malheurs, elle a un destin qui n'est pas du tout agréable, mais ce que nous, psy, on cherche à comprendre et à atteindre, c'est comment ça se fait qu'elle n'arrive pas à vivre des choses différentes de ce qu'elle a toujours vécu. C'est pour ça qu'on parle de névrose. Bon, ça sert un peu à ça, le diagnostic, à se repérer sur qu'est-ce qui lui arrive, à quel endroit on peut essayer de l'aider. Puis l'autre chose que je voudrais vous raconter en psychiatrie adulte, parce que ça m'a beaucoup appris, c'est quand je suis de garde à l'hôpital. Les gardes, j'aime pas, hein, crise d'angoisse, toutes les gardes. Mais bon. Je suis de garde à l'hôpital et on m'appelle pour une dame qui vient d'arriver. C'est l'hôpital psychiatrique, donc elle est arrivée par les urgences de l'hôpital général, qui l'a envoyée à l'hôpital psychiatrique, donc il est 2h du mat. Elle est arrivée à l'hôpital général à 8h, mais bon, ça a pris tout ce temps-là. À l'époque, déjà, c'était compliqué pour la psychiatrie, pas pour le reste, pas aussi compliqué que maintenant. Et j'arrive, donc, bonjour madame, je suis l'interne de garde, je suis docteur Petit. Et c'est moi qui vais m'occuper de la prescription de ce soir et de voir ce qui vous arrive pour qu'on commence bien votre hospitalisation. La dame. Vous appelez Petit? Oui, je suis le docteur Petit, je suis l'interne de garde. Vous n'êtes pas petite. En effet. Mais... donc vous n'êtes pas docteur. Alors là, ça va être compliqué. Et ben, pourtant, il va falloir, c'est moi qui suis là, le soir, il n'y a que moi. Il va falloir faire quelque chose. Je vais quand même être celle qui vous prescrit le traitement. Je sais, c'est difficile d'avoir confiance. Bon, je ne sais pas ce que j'ai inventé, je ne m'en souviens plus. Je me souviens surtout de ce petit moment. Pourquoi je vous en parle? Parce que le travail de la relation, le travail du soin psychique, ça passe par la relation, la qualité de la relation, mais aussi par l'attention qu'on porte à la manière dont les personnes utilisent le langage. Et de se rendre compte que le langage, ben, ce qu'on dit, on ne croit pas toujours, on ne sait pas toujours qu'est-ce qu'on dit quand on parle à quelqu'un. On sait autre chose qu'il entend plus exactement. Et que les mots véhiculent des choses et il faut du temps pour se comprendre. Et d'ailleurs, quand quelqu'un prend les choses au mot, à la lettre, ça fait partie de quelque chose qui m'enseigne sur un possible diagnostic. Bon, à l'époque, on parlait de psychose. Alors aujourd'hui, en psychiatrie infantile, il vaut mieux pas parler de psychose. Parce que si vous parlez de psychose, ça veut dire que vous êtes un vilain psychiatre qui veut culpabiliser la famille. Et ça, c'est pas bien. Parce que, bien sûr, la famille n'a aucune culpabilité quand son enfant va mal. Non, non. C'est juste un problème. Bon. Donc, on est des vilains psychiatres qui veulent culpabiliser les familles et surtout les mères. Parce que, quand même, on culpabilise plutôt les mères que les pères. Donc, pour vous dire un peu plus sur la relation et qu'est-ce que c'est le thérapeutique, quand on est psychiatre, effectivement, on est là en haut de son savoir, ses connaissances. Bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour l'enfant.
t'as un problème, et ben je vais avoir la solution, enfin peut-être, et puis voilà, je vais vous donner, madame, monsieur, comment il faut faire avec votre enfant. Bon. Ça, c'est en principe pour une certaine façon de faire de la psychiatrie. Mais moi, ce que j'ai appris avec la psychanalyse et avec tout ce que j'ai vécu dans les hôpitaux psychiatriques, tout ce que j'ai reçu dans les bouquins, dans mes lectures, mes partages, ma psychanalyse, mes contrôles, ma supervision, tout ce que j'ai appris, c'est que l'important dans la relation, c'est justement de pouvoir occuper cette place. Parce que quand quelqu'un va très très mal, il faut lui dire non, non, ça ne marche pas comme ça, là, on ne peut pas continuer comme ça quand il s'agit qu'il est prêt à tuer quelqu'un, on ne peut pas continuer comme ça, on va vous hospitaliser. Ou qu'il délire à fond, il ne sait plus où il est. Donc il faut décider, il faut savoir, il faut être au-dessus. Mais quand il commence à aller mieux, à aller moins mal, plutôt, ben, il faut commencer à descendre un peu. Oui, oui, ce qui vous est arrivé, racontez-moi, oui. Ah, c'était comme ça, oui. Puis, vous écoutez l'enfant, l'adulte, quel qu'il soit, oui, vous vous mettez à la même hauteur. Non, mais là, vous ne pouvez pas encore sortir, il faut attendre un peu. Et puis, plus vous allez aller mieux, et plus, oui, mais je suis d'accord, ça commence à aller mieux, oui. Et puis, quand on est avec des gamins, on se met à la hauteur, et puis, on peut jouer au Playmobil. Et puis, bon, parce que ça c'est ce que j'ai inventé, c'est la thérapie. C'est très très efficace. La thérapie, c'est manifester l'étonnement à la chose qui paraît habituellement logique pour l'enfant, parce que c'est son milieu, etc. Et l'étonnement qu'on fait à la fin, ça lui donne envie de nous en raconter plus. Et de se dire que peut-être que ça peut être autrement. Bon, c'est une technique comme une autre, mais j'aime bien. Ça fait que je me sens un peu moins habillée comme un homme. Et donc le diagnostic dans ces conditions, c'est juste un outil pour comprendre la situation de la personne, pour avoir une idée de si on est du côté d'une pathologie qui va nécessiter beaucoup d'accompagnement, ou si on peut en faire un peu, mais bon, ça pourra changer, hein, parce que ça change tout le temps. Mais c'est quelque chose qui est mobile, ça prend du temps. Quand on parle de diagnostic sévère, on prend beaucoup de temps avant de les énoncer. Mais non, je ne suis pas encore là. Parce qu'au fur et à mesure de ce métier, tout ce que je vous raconte, ça va se fissurer un petit peu. On travaille avec les administrateurs qui nous respectent et qui parlent avec nous, mais petit à petit, il va y avoir des changements, tout doucement. Les parents, il y a des parents qui vont dire qu'on est nuls. Ça, on n'aime pas. On est un peu habitué à se faire engueuler par les parents quand ils ne sont pas contents. Ça fait partie du boulot, c'est normal. Les enfants aussi, ils ne veulent pas être là. Mais là, c'est des parents qui nous disent, vous êtes nuls. C'est des parents qui, alors qu'on soigne leur enfant depuis quelques années, nous disent, mais vous avez même pas été capable de vous rendre compte qu'il était dyslexique. C'est des enfants qui arrivent un jour en disant, je vais plus venir à l'hôpital de jour, c'est fini, ou je vais plus venir au CNPP, c'est fini. Alors CNPP, centre médico-psycho-pédagogique, c'est un centre de consultation, j'en parlerai un peu plus tard. Mais c'est comme j'utilise un sigle, il faut que je vous explique, parce que sinon on ne va pas s'en sortir, on va pas se comprendre. Et donc les enfants nous sont retirés. Ben oui, il est dysphasique, il n'est pas psychotique. Puis arrêtez de dire qu'il est psychotique, ça ne veut rien dire. Et puis une dysharmonie de l'évolution, ça n'existe pas, nous disent des commissions départementales de l'éducation spéciale qui font le financement des prises en charge. Donc n'utilisez plus ces diagnostics-là dans vos certificats. Et puis, depuis des enfants qui vont arriver en disant non, mais moi, j'ai pas besoin de te voir, toi, le psy. C'est mon cerveau qui veut pas, hein. Moi, je suis sûr pour rien. Et puis, les administrateurs, ils vont trouver qu'on passe trop de temps en réunion. Ils vont dire non, mais vous passez des heures en réunion à parler on ne sait pas quoi, non, mais qui vous soignez?
vous soignez les professionnels. Mais qu'est-ce que c'est que ces professionnels qu'on vient d'être soignés là? Ça va pas. Soignez les enfants. Et puis, ils vont nous demander de faire des rapports d'activité de plus en plus précis, avec des diagnostics de plus en plus précis. Et puis, ils vont nous demander de rentrer dans des logiques de dossiers. Il va falloir épaissir les dossiers, parce qu'au départ, pour la commission départementale de l'éducation spéciale, on fait 4 lignes, et puis la commission, elle est d'accord. Mais là, il faut qu'on fasse des bilans, des rapports beaucoup plus précis. Et puis, on va rentrer dans des logiques de projet. Il faut faire un projet. Alors, vous imaginez le zébulon, on va faire un projet. Eh bien, je vais aller à l'école, mon grand, hein. Il faut faire un projet signé par l'enfant. Alors, quand ils sont jeunes, vous pouvez écrire pour lui, mais on va rentrer dans des logiques comme ça qui vont... Alors, je ne dis pas qu'elles sont nulles, parce que là, j'ai l'air, mais il y a eu des fois où ça a fait du bien, où on a parlé avec un ado, un enfant, du projet qui était fait pour lui avec lui. Mais ce que ça empêche avant tout, c'est la possibilité de prendre le temps, de laisser l'enfant bidouiller ici ou là sans savoir ce qu'il veut pour se restaurer, de prendre le temps de le regarder, de rentrer en résonance avec lui. Alors je ne dis pas de l'aimer parce que ça ne se faisait pas à l'époque, d'aimer les enfants qu'on soigne. Mais moi je suis sûre que je les ai aimés, je le sens, c'est physique, je sens que je les ai aimés. Parce qu'ils sont encore en moi, ils y restent. Mais là on n'a plus le temps, on le rencontre, on fait des bilans, on fait un projet, et vas-y. Et puis il faut même qu'il rédige un projet de vie avec ses parents. Un projet de vie. Je vais vous en faire mon projet de vie à moi. Je vais être artiste. Ah, tu pourras pas. Bon, j'en passe. Qu'est-ce qu'ils nous disent aussi? Que si on n'est pas d'accord avec ce qu'ils nous expliquent, parce qu'ils nous expliquent comment on va faire le dossier patient sur un logiciel, c'est parce qu'ils ne nous ont pas assez expliqué. Ben non, on n'est pas d'accord parce qu'on n'est pas d'accord. On ne veut pas faire des dossiers comme ça. Mais non, ils n'en débordent pas. C'est qu'ils ne nous ont pas assez expliqué. Et puis ils vont nous demander de faire des auto-évaluations. Alors c'est pas l'auto-attestation qu'on connaîtra plus tard, mais encore qu'il y a des petites connivences là. Ça pourrait bien se rejoindre. Il faut savoir si on a bien bossé, selon les critères qui sont établis. Et puis il y a des collègues qui vont me dire: bah, docteur, faut pas avoir peur, hein, chers collègues, de donner des médicaments aux enfants. J'ai pas peur, moi. C'est juste que je pense que c'est pas utile, sauf dans certains cas extrêmes. Et je vais voir arriver de plus en plus d'enfants avec des médicaments. Alors moi, ça me va pas. Mais heureusement, je continue à faire de la danse. Et pendant que je danse, je m'aperçois que des images des enfants que je vois la journée se transforment en moi. Leurs paroles changent de place dans mon être. Mon être, comment un psychiatre peut parler de son être? Et que, petit à petit, il y a des choses que je comprends. Rien qu'en dansant. Alors c'est une danse improvisée, hein, c'est pas une danse écrite, mais ah oui, je comprends. Et je reviens le lendemain au boulot et le gamin avec lequel j'ai dansé, il y a un truc qui s'est passé. Je ne l'explique pas, je ne m'y risque pas à l'expliquer. Non, on ne va pas expliquer ça. Mais, et puis je fais, je découvre le théâtre clown. Et dans le théâtre clown, c'est juste une toute petite chose qui se passe et qui suffit et qui compte. Alors bon, je n'ai pas mis le nez parce que c'est tout un métier le clown, mais j'apprends que l'infime existe et que c'est ça qui compte parfois dans la relation. Et j'apprends que les enfants que j'entends qui ont des stéréotypies verbales ou des façons de parler,
peut-être que je peux leur emprunter des petites choses. Alors, je me souviens d'une gamine. Maman. Alors j'essaye moi aussi. Maman. Puis après elle faisait. Maman. Alors j'essaye moi aussi. Maman. Maman. Et je sens tout ce qui se passe à l'intérieur de mon corps. Maman. Et quand je la revois, c'est qu'elle me fait maman et que les éducateurs s'énervent parce que elle est là, ta maman, ce soir à 16h, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois dans la journée, et qu'on se met à jouer. Maman. Maman. Et elle me regarde et elle rigole. On appelle ça l'imitation transmodalisée, parce qu'il faut quand même des mots. Parce que ça marche. Bon, ça ne guérit pas les enfants, mais ça aide à vivre avec eux et ça met de la joie dans ces institutions qui ont tendance à se chroniciser, se rigidifier si on ne s'en occupe pas. Si on ne fait pas des analyses de pratique, si on ne passe pas du temps à se rencontrer pour se parler. Alors, il y a toutes ces choses qui se passent parce qu'il y a des lois. Donc, vous voyez que les choses s'aggravent. Qu'est-ce qui se passe dans les lois? La loi de 2002, janvier 2002. Donc, c'est sûrement pas la même que la loi du mars 2002, je crois. Mais c'est quand même Kouchner et Royal. Excusez pour la private joke, mais je dois insister. La loi de rénovation sociale et médico-sociale du 2 janvier 2002 de Mesdames Royal et Monsieur Kouchner. Qu'est-ce qu'elle amène? Elle amène des choses intéressantes, mais pour nous, dans le médico-social, elle amène une modification du langage insidieuse. On parle d'usagers, on ne parle plus de patients. On parle de gouvernance, comme dans les grandes surfaces. On parle de planification, d'évaluation, de coordination et surtout de qualité. On va refondre des institutions. Pourquoi les fondre ou les refondre, je ne sais pas. On va les retarifer et surtout, on va les soumettre au CEPOM. C'est pour ma pomme. Non, CEPOM, ça veut dire contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Ça veut dire qu'on a des objectifs et on a des objectifs fixés par l'extérieur et on doit mettre des objectifs pour avoir des moyens. Enfin, en gros, c'est ça que ça veut dire. Et donc, bon, faut écrire tout ça, faut écrire des projets, faut écrire. Il y a la charte des droits et des usagers. Ah oui, ça c'est bien, mais ça va avec la certification, la compensation, l'évaluation externe interne, la traçabilité. On a même des patients traceurs. S'il vous plaît. L'inclusion, c'est bien l'inclusion. Les maisons. Oh, c'est joli les maisons, mais ça veut dire quoi les maisons? Ça veut dire qu'on revient à une idéologie familialiste. On va avoir des tas de maisons, des maisons des adolescents, et la maison départementale pour les personnes handicapées qui va remplacer CDES et Coutorep. Alors les Coutorep, c'est la CDES aux aides. CDES, vous vous rappelez? Commission départementale d'éducation spéciale, les certificats. On va avoir un empilement de lois comme ça qui vont... Nous, on ne va pas trop faire attention parce qu'on a l'habitude des administratifs, des gens qui ne comprennent pas. Et puis, la loi relative à l'assurance maladie de Douste et Bertrand, Douste Blazy, Bertrand Xavier, ils vont créer la haute autorité de santé. Ah, la haute autorité. On y revient. La santé, ça se décide d'en haut. C'est pas vous qui vous occupez de votre propre santé avec des moyens qu'on met à votre disposition. Non, ça se décide d'en haut. Ne l'oubliez pas. Et puis, on va avoir mesuré et amélioré la qualité, les RBPP, recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Alors, au départ, les RBPP, c'est quoi? C'est la compilation de tous les articles qui ont été faits sur un sujet ou un autre en médecine. Donc, comme tous les médecins, ils exercent toute la journée, ils ne peuvent pas lire tous les articles. Donc, on leur travaille, on leur fait des recommandations de bonnes pratiques. Ça reste des choses qui sont censées être des recommandations. D'ailleurs, c'est écrit partout, c'est que des recommandations. Dans la déontologie, on ne doit avoir qu'une seule chose, c'est que le patient doit pouvoir réclamer des comptes
au médecin, mais le médecin doit être libre de ses prescriptions. C'est dans la déontologie, je pourrais vous citer l'article, mais je ne l'ai plus en tête. Eh bien, les RBPP vont devenir contraignantes, petit à petit. On est là, on n'est qu'en 2004, mais ça va se faire petit à petit. Loi du 11 février 2005, loi du 5 mars 2007, tiens, on va créer les MDPH, tiens, on va créer les ARS, bras armés de la HAS locale. ARS sur les régions, HAS tout en haut de l'État. La loi HPST, Hôpital Patient Santé Territoire. Donc c'est là qu'on crée les ARS qui vont financer et avoir une fonction d'administration morale des établissements de soins. Après, il y aura Madame Touraine, mais c'est un peu lassant. Les logiques de projet donc sont installées, les lois font qu'on doit travailler par consensus et non plus par moment de réflexion critique, bah tiens, non, il ne sait pas lire, si, il sait lire, vous vous souvenez? Eh ben non, on doit faire un diagnostic commun et avoir tous le même avis sur l'enfant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus personne ne se parle. Tout simplement, puisqu'il faut dire tous la même chose. Pas de fiction. La théorie, c'était une fiction pour moi, pour beaucoup de mes collègues. La théorie, c'est une fiction qui nous permet de penser l'insupportable. Pourquoi l'insupportable? Parce qu'on croit que la psychiatrie, c'est la médecine des maladies mentales. Et moi, au fur et à mesure des années, je me suis représenté que la psychiatrie, c'est comment notre société s'organise autour de ce qui lui est insupportable, ou de ce qui est insupportable pour les personnes. Et c'est très important de s'organiser autour de l'insupportable. Il faut le faire le mieux possible. Et ben, là, la théorie, ça permet de trouver des trucs pour habiller l'insupportable, pour le voiler, pour faire avec, pour essayer de rentrer dans une dynamique autour de ce qui est trop difficile, de l'apprivoiser, de l'amenuiser dans son côté dangereux, toxique, d'en avoir moins peur, parce que la peur de la peur, je vous en ai parlé, mais c'est la pire chose qui soit, d'avoir moins peur dans l'insupportable, de savoir qu'il y a des gens qui l'ont déjà traversé. C'est ça la psychiatrie. Eh bien non, aujourd'hui on veut une théorie qui soit strictement une théorie qu'on applique. Et quant à la psychanalyse, faut-il brûler Dolto, voit-on dans les journaux? Ah ouais? On n'y revient? Brûler Dolto. Ah ouais. Mais on ne mesure pas à l'époque, nous, à quel point c'est grave ce qui se passe. On ne mesure pas parce que on est dans notre petit territoire, on est habitué à être à la marge, on est habitué à ce qu'on dise du mal de nous, parce qu'on est là pour ça. Donc on ne mesure pas. Et donc on se dit, on va continuer. On va continuer à faire de la psychothérapie d'inspiration psychanalytique et institutionnelle. Alors moi, mes enfants deviennent adultes, mais ma fille a un grave accident de voiture. Mon frère va mieux, il a 5 enfants. Il va mieux, bon, il a pris des médicaments, il s'est remis à bosser, mais son fils, lui, il fait une bouffée délirante, puis une autre, puis encore une autre. Et il devient schizophrène. Rien n'est guéri. Pourtant, j'ai passé ma vie à chercher. Et en cherchant, je m'interroge sur la violence. Parce que la violence, pourquoi je vous dis que la théorie, elle nous tombe dessus comme une vérité à laquelle nous, on ne peut pas croire. C'est que il y a des directeurs, des directrices qui arrivent qui sont des personnes issues des grandes surfaces ou du commerce, qui nous disent dans un ITEP, Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique, ils nous disent, c'est des enfants avec des troubles du comportement. Ils nous disent, il y a beaucoup de violence dans cet établissement.
On va faire un audit pour comprendre ce qui se passe. Nous, on n'a pas besoin d'audit, on sait que c'est des enfants qui sont détruits, qui ont besoin qu'on tolère leur violence le moins mal possible et qu'on leur propose d'autres façons de faire et qu'on écoute ce qui se joue pour eux et dans leur famille, etc. Enfin, c'est tout un travail épuisant. Et donc il faut s'occuper des éducateurs parce qu'ils s'épuisent, mais il faut aussi être très humble parce qu'on ne guérit pas comme ça. Mais c'est des gamins, alors là, pour les aimer, on les aime. Quand on bosse bien, et quand on bosse pas bien, on ne peut plus les supporter. Et bien cette dame directrice à l'IME, parce qu'on est à Toulouse, elle va nous dire l'audit va nous aider à travailler avec ces enfants. Mais c'est mon job là de... Ok, l'audit. Et alors ils vont interroger tout le monde les uns après les autres, mais pas moi, hein. Moi ils ne me posent pas de questions, ça les intéresse pas. Pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et au bout de 4 mois, réunion, grande réunion, tout le monde est là, dans la salle, en randonnion, hein, on n'est pas en cercle à se parler. Hein. Alors voilà, le résultat de l'audit, c'est que vous avez dans l'institution, il y a 20 ans, un éducateur qui a fait du mal à un enfant. Et c'est pour ça que l'institut voit mal, parce que cache le secret. Ils sont malades. Ils y croyaient dur comme fer à leur histoire. Mais pour moi, c'était d'une violence incroyable. Mais ça n'avait rien à voir. Ces gamins, ils ont vécu des violences, des maltraitances, les pires qui soient. Et évidemment que les éducateurs ne sont pas des saints, et qu'il y a parfois des débordements. Évidemment, c'est vrai, je ne peux pas le nier. Et sans doute qu'il y a 20 ans, il s'est passé quelque chose de pas bien, et sans doute qu'on n'en a pas assez parlé. Mais de là à dire que c'est ça qui va tout solutionner, moi je suis écœurée. La violence me prend aux tripes. Et je vais bientôt partir. Mais le grain de folie que j'ai, il a avancé. J'ai des amis qui m'aident. Et je vais en Allemagne. Parce que je cherche le sens, toujours. Parce que notre métier de psy, c'est d'aider à trouver, à donner du sens. Parce qu'il soit on n'a pas, soit on a trop. Eh bien, pour ma famille, je vais en Allemagne, avec mon compagnon et avec ma sœur. Je vais en Allemagne, parce que quand ma fille a eu son accident de voiture, j'ai eu l'impression d'une malédiction qui me tombait dessus. Et quand j'ai vu que mon neveu avait la schizophrénie lui aussi, je me suis dit que quoi que je fasse, je n'y arriverais pas si je n'allais pas comprendre ce qui s'était passé dans les camps de concentration où était mort mon grand-père. Alors on a passé 3 jours à chercher où c'était, parce que mon grand-père a été enterré une première fois, une deuxième fois, puis une troisième fois. Une fois par les Américains, non, une fois par les camps de concentration, une fois par les Américains et une fois par les Russes. Et je me suis retrouvée sur ce monument à la gloire des soviétiques. Mon grand-père était un catholique fervent, où il y a sans doute ces os, au milieu des os de soviétiques et d'italiens et d'autres français. Et je m'assois et je lui fais un petit hommage et je suis heureuse d'avoir retrouvé ce lieu. J'ai l'impression d'avoir posé pied par terre. Des instruments préhistoriques avec un peu de technique moderne, parce que les flûtes préhistoriques sont plus petites et elles ont moins de trous. Et moi, ce voyage-là, il m'a permis de comprendre les choses. Ça n'a pas sauvé mon frère, mais
Ça m'a permis de comprendre des choses et d'accompagner ma fille. Alors, on arrive certainement à beaucoup plus que ce qu'il faudrait en termes de temps. Mais c'est pas grave. On va faire un petit quiz pour détendre l'atmosphère. Alors, je pourrais faire un quiz, mais là, je ne vais pas vous demander, mais je fais comme si je vous le demandais, pour vous demander combien il y en a parmi vous qui ont eu affaire à la psychiatrie dans leur vie. Bravo. Bon, j'aurais cru que personne n'oserait lever la main parce qu'il y aurait la trouille de la discrimination. Mais je peux aussi faire autrement et dire combien il y en a parmi vous qui n'ont jamais eu affaire à la psychiatrie, ni pour eux-mêmes, ni pour leur famille, ni pour leurs amis. Ça veut dire psychiatrie. À la psychiatrie, qui n'ont jamais eu besoin de penser à voir une consultation, voir un psy, voir un psy, c'est d'accord. Voilà, voilà. C'est pas pareil, quoi. Voir un psy et aller à l'HP, c'est pas pareil. C'est pas pareil, mais c'est la même démarche. C'est le psychologue, c'est s'occuper de son psychisme en se disant qu'on va pas très bien. Oui. Voilà. Merci à vous d'avoir levé la main. Je suis contente. Mais c'est pour essayer de faire prendre conscience à d'autres publics, moins acquis à la cause, que ça concerne quand même beaucoup de gens. Bon, peut-être qu'il faudra jamais lire mon quiz, mais... donc, voilà, je savais que je déborderais dans les temps, et donc je vais continuer de déborder jusqu'à la moitié. Donc, si jamais vous en avez assez, faudra que Thierry me le dise. Tu fais une autre acte. Avec un petit peu. Ça va. Donc j'ai quitté ce boulot et j'ai changé beaucoup de choses dans ma vie. Et j'essaye de me lancer dans la vie artistique. Parce que Ringol, tout sur mon part des diagnostics, j'en ai marre. Mais quand même, je veux faire un peu de psychothérapie. Sauf que rapidement, je vais m'apercevoir que je ne sais pas me vendre. J'ai tellement l'habitude de travailler avec des gens qui n'ont pas envie de me voir. Je travaille avec des gens qui viennent me voir parce qu'ils en ont envie. Effectivement, comme vous disiez, ça ne marche pas, c'est pas pareil. C'est très différent. Et donc, mes revenus n'étant plus des revenus, eh ben, je vais voir fondre mes petites économies et il va falloir que je me remette au boulot. Et donc là, je vais me retrouver dans un CNPP, Centre médico-psychopédagogique, donc un lieu de consultation qui est un lieu où les enfants viennent pour une rencontre avec un professionnel ou pour un petit groupe, mais ils repartent après à l'école ou chez eux. Donc dans ce CNPP, il y a assistante sociale, orthophoniste, psychomotricienne, psychologue, psychiatre, secrétaire, direction, ménage. Et puis on est géré par une association. Et puis on travaille avec les écoles, on travaille avec les services sociaux, on travaille avec les services de psychiatrie extérieure, parce que parfois il y a besoin d'hospitalisation, d'autres choses. Donc on a beaucoup de partenaires, puis il faut travailler avec l'ARS, parce que l'ARS c'est Dieu. Et dans ce CMPP, je retrouve un travail institutionnel comme j'aime faire, donc je suis trop contente. Je démarre avec une équipe qui d'abord se méfie de moi, puis petit à petit m'apprécie, et on travaille. J'ai des petits Léo qui viennent aussi, et qui viennent me dire non, je ne veux pas venir au CMPP, et puis les parents disent si, il faudra que tu viennes. Là, il n'y a plus d'hôpital de jour, parce qu'il y a déjà moins de place, donc on ne peut pas l'envoyer à l'hôpital de jour, il faut qu'on fasse en sorte que l'école le supporte. Et puis, on lui propose un petit groupe, de la psychomote, et puis un jour peut-être de l'orthophonie. Bon, ça soigne autrement, mais ça soigne quand même. On n'a pas cette richesse institutionnelle que je vous avais décrite. Et puis, je vais voir d'autres enfants de toutes sortes, des enfants qui sont perdus dans le virtuel, par exemple. Il y a beaucoup d'enfants maintenant perdus dans le virtuel. Et ils vous parlent, il faut comprendre qu'ils sont dans le jeu vidéo.
Et puis d'autres qui sont très abîmés par la vie. Je me souviens d'une petite Lola qui ne regardait pas, elle avait les cheveux là, la tête comme ça, elle avait été placée petite. Et puis les indicateurs disaient qu'elle délirait, qu'elle était hallucinée depuis la mort de son grand-père, qui était son seul lien familial. Ben, on a fait tout un travail. Le jour où elle a commencé à sortir son petit téléphone comme ça, puis tenir ses cheveux, elle me montre un personnage, une fille. Genre Pokémon. C'était pas les Pokémon, mais des petits personnages avec des cheveux bizarres comme ça. Et... ah ouais, c'est qui? J'ai rien compris, mais petit à petit, elle va me montrer tous ces personnages qui sont son univers et elle va les dessiner et puis se mettre à parler, à rentrer en relation. Ça prend 1 an, elle va beaucoup mieux. Et les éducateurs qui me demandaient un traitement pour ces hallucinations vont accepter qu'elle n'a pas besoin de traitement. Ça, c'est le boulot, entre des petits Léo, des enfants comme ça, des tout petits qui vont mal. Alors évidemment, les fissures que j'avais vécues avant à Toulouse et ailleurs, elles ne sont pas encore là, mais les relations aux administratifs sont assez distantes. Sauf que les administratifs vont finir par nous dire que là, il va falloir changer des choses. Et puis, les écoles vont nous tomber dessus. Mais qu'est-ce que vous foutez? Vous ne nous donnez même pas de préconisation. Vous ne faites pas de diagnostic. Ah oui. Les écoles sont dans le mouvement de la... un certain Blanquer, je crois, hein, c'était avant, où il faut la neuropédagogie, la neuroéducation. Tout ça arrive sur le terrain. Et donc voilà les neurosciences qui rentrent en ligne de compte dans les CMPP. Donc revenons à notre image, évidemment, il faut qu'on fasse le code. Qu'est-ce que c'est les neurosciences? Alors, vous savez tout ce que c'est. Mais comment ça marche? Alors j'ai essayé de comprendre. Même si c'est pas le truc qui me plaît, j'ai essayé de comprendre parce que c'est quand même assez fascinant, toutes ces découvertes qu'on fait sur le cerveau. Comment ça marche? Ça marche avec des observations très très précises qui sont rentrées dans des logiciels qui font des algorithmes, qui vont faire des groupes de patients avec précision. Toute image des neurosciences est une construction algorithmique faite à partir de dosages faits dans des conditions de laboratoire, allongés dans un IRM, vous savez, le gros scanner à commencer. Et la personne, on lui dit, pensez à votre amoureux, tiens, ça stimule telle zone, ça veut dire qu'ils ont reconstruit une image du cerveau à partir du fait que l'autre a pensé à l'amour pendant qu'il était sous l'IRM. Bon, ça c'est les émotions, on va les travailler. Mais les neurosciences, au début, elles partitionnent le cerveau comme on partitionne un disque dur, hein. Il faut partitionner, enfin je ne connais pas grand-chose en informatique, mais il faut partitionner, c'est le boulot. Il y a le raisonnement, l'attention, la mémoire, le langage, la perception, la motricité. Puis les neurosciences, elles étudient ça à fond, elles découpent les fonctionnements qu'on dit cognitifs en petits morceaux et elles vont étudier chaque fonctionnement en miroir avec ce qu'un ordinateur peut décupler de précision, soit de ce qui se passe au niveau neurotransmetteur dans le cerveau, mais soit aussi à partir de questionnaires, enfin, c'est un truc incroyable. On arrive à penser que les neurosciences vont reproduire le fonctionnement du cerveau. Il y a même eu un projet qui s'appelait le Human Brain Project. 1,19 milliard euros. 1,19 milliard euros en France pour essayer de reproduire le cerveau humain à l'aide des outils informatiques.
on parle de réseau de neurones, on parle de cerveau artificiel. Bon, le projet a été abandonné il y a quelques années, parce qu'il était trop coûteux et trop corrompu par des relations. Mais en gros, les neurosciences, c'est une pratique dans laquelle on va avoir une précision absolument incroyable de groupes de patients sélectionnés en fonction des critères statistiques. Pourquoi je vous parle d'algorithme? Parce que ça marche avec des statistiques très approfondies. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de faire des questionnaires, des tests, des bilans, des tests, des questionnaires. Des questionnaires, des bilans, des tests. Hein, des radios, des... Et donc, on va avoir comme ça des représentations extrêmement précises de comment fonctionne l'attention pour telle personne, le raisonnement pour telle personne. Ça va être extrêmement précis. Et donc, ça va donner des clés très intéressantes pour certaines rééducations. Je ne le nie pas. On ne passe pas dire ce que j'ai pas dit. Mais, de quoi s'agit-il? D'une objectivation extrême de la vie mentale. Et donc nous, on nous demande d'appliquer des nouvelles façons de travailler. On va avoir, dans le CNPP où je travaille, et en Nouvelle-Aquitaine, l'arrivée du cahier des charges pour l'évolution de l'offre des CNPP de Nouvelle-Aquitaine. Cahier des charges pour l'évolution de l'offre, je suis offerte aux patients. Non mais c'est... Bon, cahier des charges, qu'est-ce que c'est? C'est un monsieur et deux monsieur, monsieur Saïd Assef et monsieur Lafourcade. Je dis leur nom parce que quand même il faut les retenir. Monsieur Lafourcade. Monsieur Lafourcade, il fait quoi? Il fait du management par le chaos. Oui, en médico-social, pour soigner les gens. Il fait du management par le chaos. Oui. Parce que forcément, ça ira mieux après. Et qu'est-ce qu'il fait dans son management par le chaos? Eh bien, il décide qu'il va foutre le bazar dans tous les CNPP de Nouvelle-Aquitaine, pas le reste de la France, dans tous les CNPP de Nouvelle-Aquitaine, pour que tous ces professionnels qui culpabilisent les parents arrêtent de culpabiliser les parents et exercent enfin avec une science précise, du savoir psychiatrique moderne, qui nous vient des neurosciences, d'Amérique, etc. Et il va nous dire, faut faire comme ci, faut faire comme ça, faut faire comme ci, faut faire comme ça. Alors, j'ai pas le temps, mais je vais le prendre quand même. Parce que j'ai passé pas mal d'heures à traduire ce cahier des charges, qui fait une quinzaine de pages, du langage managérial au langage ordinaire, grâce à l'Arnaud, qui nous a appris à comprendre la langue de bois. Alors je ne vais pas tout vous lire, évidemment. Mais pourquoi j'ai passé tout ce temps-là? C'est parce que je ne comprenais rien à ce qu'on nous demandait, tout en comprenant très bien qu'on nous demandait quelque chose d'insupportable, et que ça me permettait de mesurer de quoi il venait. Alors par exemple, point 4, évolution de l'offre des CNPP attendue en Nouvelle-Aquitaine. A, mission et objectif du CNPP. Donc traduire ce que les CNPP doivent devenir. A, on change de mission, et j'ajoute au mépris des textes officiels. Parce que les textes officiels fondant les CNPP ne nous disent pas du tout ça, c'est vraiment en contradiction, ça ne tient pas compte des textes officiels. Ils disent qu'ils vont les changer, mais c'est toujours pas fait. Ils mènent en bateau la fédération des CNPP en disant que on va changer les textes officiels pour que tout ça vienne. Ensuite, les missions du CNPP sont le diagnostic et la mise en place d'interventions auprès de l'enfant présentant des troubles du neurodéveloppement ou des troubles plus légers d'ordre psychologique, psycho-affectif, troubles du comportement dans le cadre d'un projet personnalisé. Les interventions sont réalisées au plus près de l'enfant, en milieu ordinaire et en particulier au sein de l'école. Bon, pourquoi pas? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les CNPP doivent opérer un tri des enfants pour favoriser ceux qui correspondent aux critères d'un TND, trouble du neurodéveloppement. Ce qu'il faut comprendre ensuite, quand ils disent les interventions sont réalisées au plus près de l'enfant, il ne s'agira pas de les soigner au plus près de l'enfant. C'est pas les soigner, c'est intervenir qu'ils disent, les interventions. D'intervenir tout près de l'enfant, chez lui ou à l'école, ça veut dire qu'on n'a plus d'espace de soins, plus d'espace psychique pour soigner. Et donc, ça c'est un petit exemple. C'est 15 pages comme ça. Je ne résiste pas à vous en dire une toute petite autre partie.
Les professionnels doivent présenter des compétences actualisées et une expérience sur le champ des troubles du neurodéveloppement pour participer au diagnostic et aux interventions, en maîtrisant notamment les outils référencés et actualisés. Traduction, tous les professionnels devront apprendre rapidement à penser d'abord TND et selon les manuels précisés, à savoir les recommandations de bonne pratique professionnelle. En conclusion, le cahier des charges, je vous lis que la traduction. Dans 3 mois, vous écrivez comment vous allez faire, comme on a dit ici, écrivez ce que vous allez vouloir faire. 9 mois plus tard, vous avez mis au pas tous vos professionnels et vous avez fait tout ça qu'on a dit. Qu'est-ce que ça donne pour mon petit Léo? Une réunion à l'école où ça va plus. Voici ce qu'on pourrait entendre à la fin de la réunion. Je caricature à peine. Depuis l'équipe éducative de mars dernier, l'institutrice a noté que le PPRE proposé dans le cadre d'une suspicion de TSLA n'était pas suffisant pour cet enfant, qui se situe dans une problématique comportementale. Mais afin de ne pas passer à côté d'un TDAH, qui justifierait au moins d'un PAP, fût-il associé à un TOP, nous demandons aux parents d'aller au CMPP pour faire un WISC-5 pour préciser le diagnostic. D'autres bilans seront sans doute nécessaires avant de demander un PAP pour aller sans doute vers une demande d'AESH, voire de CESAD ou d'ITEP, laquelle orientation prendrait de toute façon plusieurs années. Nous organiserons en ce sens une ESS dès que le dossier sera constitué. Et les parents doivent signer. Je ne vous fais pas la traduction. Alors ça donne quoi en réunion? Parce qu'il y a quand même encore quelques réunions. Vous avez le directeur qui parle. Nous allons co-construire, collaborer, co-évaluer. Le COPIL s'est réuni la semaine dernière. Notre engagement, nos valeurs, notre projet, nous avons la liberté de réfléchir à notre programme. On ne va pas pouvoir débattre. Nous ne sommes pas là pour réfléchir. Dans la phrase d'après. Hein. On fournit des prestations, ce qui n'enlève rien à la primauté de ce qui fait votre expertise. Il faut redonner du sens aux pratiques professionnelles. Il faut redonner du sens aux pratiques professionnelles. Il faut redonner du sens aux pratiques professionnelles. C'est un projet politique, stratégique. Ces contraintes, ce sont de véritables opportunités. Vous avez une construction de sens qui ne peut être que la vôtre. Ce sont des pratiques éminemment vertueuses. Notées par une collègue dans différentes réunions avec son directeur. Où sont les fous? Alors moi je fais du théâtre, heureusement, et je résiste pas à faire un peu de théâtre là pour me ressourcer. C'est du théâtre musical. Sous le sous, le mêle sous le si, vers le si lénir, laisse-moi, pire, aussi le respire-moi. Puis, vais, puis, laisse, vais, puis, laissez-moi. Vers le sous. Père, les saoulés, ô souci, ô Père, les saoulés aussi. Le souci, vers le sous, le si, les si aussi. Ventre aussi, saoul aussi. L'air, ô, i, ni. Voilà, c'est un texte de théâtre musical de Georges Aperghis. C'est des gens qui travaillent sur le son, les mots, la substance de la langue. Et puis il y a Jacques Rebotier, dont je le fais aussi. Puis après, je me calme. Circuler, il n'y a rien à entendre. Ça cause, ça circule. Puisqu'il n'y a rien à entendre, ça peut circuler. Ça parle, ça nous parle. Ça cause, ça casse, ça cause, tous les jours, toujours. Elle court la langue, ça court, sa langue, ça court, tous les jours, toujours. Puisqu'il n'y a rien à entendre, on comprend rien. On comprend tout, pas du tout. J'ai jamais su ce que je voulais dire, mais c'est comme si je l'avais toujours su. Tellement je me suis entendue, tellement je me suis tendue, tellement je me suis entendue. Causer. Parlez toujours, on verra. On verra après, ça me plaît. C'est presque rien, presque loin. Il y a du jeu dans nos langues.
C'est comme ça. T'as du jeu sur la langue. Ça va, ça casse là, ça passe, ça vient. Il n'y a pas. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est quand on comprend tout, qu'on comprend rien. Quand même, on comprend rien, on comprend tout. Tu vois, c'est tout. C'est bien. C'est tout ou rien à chaque fois. C'est l'enjeu du jeu de la langue. Il y a des mots dans nos langues. Et c'est pas parce qu'on se dit rien qu'on ne pourrait pas se comprendre. C'est où le centre-ville par rapport à ici? Ça, c'est Jacques Rebotier. C'est un poète. Quand il se nomme, il parle de casseur de cerveau. Pour ça, je l'aime bien, peut-être. Alors, au terme de ce parcours, ce cahier des charges m'oblige, en tant que médecin responsable du CMPP, à faire un plan d'action. C'est-à-dire répondre à l'ARS en disant comment on va répondre à leur commande, qui consiste à nous demander de trier les enfants, d'appliquer les recommandations de bonne pratique strictement et de faire du diagnostic prioritairement. Diagnostiquer les TMD d'abord. Je fais un plan d'action, c'est 2020, en plein Covid. On est en réunion en visio ou alors à 1 mètre les uns des autres. On voit les enfants, quand on les voit après le premier confinement, on les voit sans jouer, avec des masques. Il faut nettoyer la table à chaque fois. On ne peut pas aller sur le tapis par terre. Et même il faut peut-être mettre un hygiaphone. Mais quand même on fait un plan d'action parce qu'on se dit qu'on a des choses à défendre. Et j'écris ce plan d'action avec les collègues. On passe du temps à réfléchir comment on pourrait répondre à la commande et tout en préservant des espaces psychiques de diagnostic et de réflexion. Et on l'écrit. Conseil d'administration, en visio. Moi, je suis à la réunion, les administrateurs sont en visio, je suis au boulot avec la directrice et le directeur adjoint. On présente le plan d'action. J'ai vraiment passé mes nuits dessus. J'ai vraiment mis tout ce que je pouvais pour défendre ce travail et défendre ces gamins. Et leur famille. Les administrateurs de Nidéa, bravo, vous avez vraiment très très bien travaillé, c'est formidable. On est très admiratifs, on vous remercie, vous avez permis qu'on préserve nos valeurs et que les équipes restent au travail. Puis il y a un autre administrateur qui prend la parole. Mais vous savez, quand l'ARS demande, on obéit. Et donc, ils vont faire réécrire le plan d'action par le directeur. Moi, j'ai dit, je n'irai pas plus loin, je ne peux pas faire plus. Mais je ne m'en vais pas, parce que j'y crois encore. Je veux continuer. Je sais qu'on nous demande une médecine qui est très différente. Parce que quand on fait des tests, des bilans, des entretiens avec des questionnaires au lieu de faire des entretiens libres avec qu'est-ce que vous avez à me dire, et bien vous avez le médecin là, le patient et sa famille là, et là vous avez quoi? La science. Alors le médecin il en sait un peu plus sur la science que le patient, encore pas toujours. Et ils vont contractualiser, ils vont décider ensemble de comment soigner le problème. Le problème. Alors soit le patient se divise et il pense qu'il a un problème dont il faut qu'il s'occupe, soit les parents se séparent psychiquement de leur enfant en se disant mon enfant il a un problème donc il faut que la science s'en occupe. Encore une fois, il y a des choses très bien dans la science. Mais ce travail-là,
il ne permet plus cette descente et remontée de la relation, comment on s'ajuste les uns aux autres, comment on se comprend, comment on discute. C'est fini tout ça. Il n'y a plus qu'un savoir protocolaire, défini, construit, à appliquer. Il n'y a plus de liberté pour le médecin pour prescrire, il n'y a plus de liberté pour le patient pour choisir qui va le soigner. Parce qu'il y a des plateformes. Et ce cahier des charges, il va susciter un nombre de réactions dans les organismes professionnels absolument hallucinant. Nous, on s'est senti protégés. Même c'est allé jusqu'à l'Assemblée nationale. Il y a eu une question au gouvernement qui a répondu « Non, les CMPP continuent d'être ce qu'ils sont. » Mais là, 5 ans après, stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement. Même chose que le cahier des charges. Je dis autrement, parce qu'ils ont mis un petit ballon d'essai, mais là, ils y vont. Et ils y vont à fond. Alors encore une fois, je ne dis pas que les neurosciences disent des conneries, je dis même que parfois c'est fascinant, parce qu'on s'y reconnaît. Parce qu'il y a des questionnaires qui sont tellement bien faits qu'on s'y reconnaît, et qu'on se dit, bah ouais, enfin on m'a compris, je suis comme ça, je suis ça, je suis comme ça. Mais vous croyez vraiment qu'on fait du bien à un gamin quand on lui dit c'est ton cerveau qui ne fonctionne pas? Comment il va avoir confiance en lui dans les années pour grandir, confiance dans son potentiel humain? Moi j'ai un petit Léo qui est venu, il avait 14 ans, il est venu avec ses parents, et qu'est-ce qu'il a dit? Quand je lui ai demandé, et toi qu'est-ce que t'en penses? Alors là c'est sorti tout seul. Ça faisait 5 ans qu'il était sous médicaments pour un TDAH. Maman, c'est de ta faute! Tu m'as mis sous médicaments depuis mon âge de 9 ans. Moi, je sais très bien pourquoi j'allais mal. Je sais très bien pourquoi j'étais en colère, mais je ne pouvais pas le dire. Et je ne le dirai pas maintenant, c'est trop tard. Voilà ce que j'ai vu. Et puis j'ai vu d'autres petits Léo sous médicaments. Ils n'avaient pas la pêche. Ah, ils allaient à l'école, ils apprenaient des petites choses, oui. Mais le PEPS, il n'était plus là. Et puis j'ai vu une petite fille, par exemple, qui avait un gros trouble du langage, on appelle ça dysphasie maintenant. Ok, dysphasie, pourquoi? Dysphasie, une difficulté à parler. Eh bien, cette petite fille, elle avait fait plein de progrès au CMPP. Et puis, à l'école, il y a eu une réunion, elle a fait tellement de progrès que la maîtresse, elle est vachement contente et elle dit « Bon, bah, maintenant, il va falloir retourner chez l'orthophoniste pour sa dysphasie. Parce que, tu veux bien y aller, Mélissa ?» Je revois Mélissa à ma consultation. Mutique. Elle ne dit plus rien. Il y a un droit qui est celui de ne pas avoir accès à son diagnostic. Parce que là, on a beaucoup boxé pour que les gens aient accès à leur diagnostic, mais le droit de ne pas avoir accès à son diagnostic. On ne veut plus rien en savoir. Cette petite fille avait besoin qu'on ne parle pas de son diagnostic. Parce qu'elle, elle s'en foutait qu'elle ne parlait pas bien. Mais elle était d'accord pour faire de la psychomote, pour faire des jeux avec nous. Mais pas pour... toute la vie, on l'avait rééduquée. Bon. Et des exemples comme ça, j'en ai plein. Et celui que je préfère, c'est cette petite fille qui dit mon TDAH, c'est un monstre que j'ai dans la tête. Ah oui. Les monstres ont changé de nom. Ce sont des algorithmes. Je vais arriver à ma conclusion avec... Voilà. Comment ça se fait que tout ça soit possible? Parce que moi, je me suis cassé la jambe d'épuisement, de tristesse. Il y avait 5 ans qui m'ont quand je me suis cassé la jambe. J'aurais dû me faire une petite entorse, je me suis cassé la jambe. Et il y a des fractures qui sont psychologiques, ça existe. Et ce que j'ai compris, c'est que j'avais été manipulée. On m'avait fait faire le plan d'action pour la paix dans les équipes, qu'elles ne se révoltent pas. J'ai été utilisée comme une idiote parce qu'on savait que je savais gérer les équipes. Et je me suis laissée faire parce que j'y croyais, mais j'ai été utilisée. Qu'est-ce que c'est cette évolution? Il n'y a plus d'angoisse. Il y a une case pour tout. Il y a une réponse à tout.
vous allez vous reconnaître dans les diagnostics, vous allez vous reconnaître dans les préconisations, vous allez vous dire que c'est une solution, ça va marcher peut-être 6 mois, 1 an, et puis après, vous allez vous dire, j'ai rien résolu en fait. Parce qu'il n'y a pas de soins psychiques, il n'y a que des compensations et des adaptations. Pourquoi on fait ça? Des fois j'ai envie de vous dire, j'en sais rien. Mais sur le plan politique, si, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Et ce qui se passe, c'est qu'on ne tolère plus la différence, on ne tolère plus l'informe, on ne tolère plus le temps qu'il faut, on ne tolère plus l'angoisse. Ah oui, l'angoisse, ça fait partie de la vie. L'insupportable, ça fait partie de la vie. Il faut trouver des manières de faire avec de l'art, avec de la culture, parfois des médicaments, avec l'autre, il n'est pas sympa celui-là, mais quand même, il fait miroir avec moi, quelque part, je ne suis pas sympa non plus. On est tous dans le même bain. Nous, on est tous avec notre petite folie qu'on cache, qu'on enferme, qu'on montre, qu'on exalte, qu'on drogue, qu'on... Ben oui, on est des humains, et être humain, c'est être super et salaud. Il y a François Gonon qui a écrit sur les neurosciences. François Gonon, c'est un neurobiologiste qui est en train d'expliquer combien la science d'aujourd'hui est manipulée, combien les résultats de la science, neurosciences, sont manipulés. Je vous conseille sa lecture, je ne peux pas vous en faire le résumé. François Gonon, Neurosciences, un discours néolibéral. Parce qu'il a fait une étude vraiment très étayée, très appuyée, c'est pas du baratin comme moi, où je dis ce que je crois, ce que je pense. Lui, il étudie tous les textes neuroscientifiques et il dit voilà ce qu'il voit, et il les étudie dans le domaine de la psychiatrie, dans le domaine de l'éducation et dans le domaine des inégalités sociales, qui sont en train d'être neurologisées, elles aussi. Et puis, il y a aussi Madame Eva Illouz, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Les marchandises émotionnelles, dans lequel, eh bien, elle explique que nos émotions, non seulement sont fabriquées, mais elles sont à vendre. Nos émotions sont à vendre. On nous fabrique des émotions, on nous stimule pour avoir envie d'éprouver d'autres émotions. Et moi, je crois que les diagnostics et la manière dont on a instrumentalisé la souffrance des familles d'enfants en grande difficulté pour dire que les psychiatres étaient des salauds, les psychanalystes des salauds, c'est pour arriver à vendre des choses. Qu'est-ce qu'ils nous vendent avec ces diagnostics? Ils vendent déjà des tests, des bilans, des méthodes, des logiciels, parce qu'avec un diagnostic, on a besoin d'un logiciel, des médicaments, j'en passe et des meilleurs. Il y a un marché de nos souffrances, un marché des incompétences de nos enfants, un marché très, très, très facile à fabriquer, puisqu'on manipule la souffrance. Alors, devant un tel constat, face à nos normopathes psychophobes, ça veut dire quoi? Ils ont tellement peur du psychisme qu'ils le mettent en boîte, en case. Que peut-on faire? En Nouvelle-Aquitaine, les CMPP, nous avons créé un collectif pour parler de tout ça, essayer de continuer à créer du soin psychique où que ce soit, et pour créer des lieux de réflexion. Et puis il se trouve qu'il y a des collectifs en Bretagne, il y a des collectifs dans le Grand Est, il y a des collectifs, et que ces collectifs se rassemblent avec les nôtres pour essayer de penser et d'avancer là-dedans. Je crois que la culture, quand elle n'est pas formatée dans les grands théâtres officiels et dans la télé, c'est un moyen de se rencontrer. Shakespeare, Hamlet. Je vais vous faire un peu d'Hamlet avant de finir. Ça va? Hamlet, je résiste pas. Hamlet, c'est un homme qui devient fou, ou qui simule sa folie, après avoir vu le fantôme de son père. Son père a été tué, assassiné. On pense que c'est l'oncle de Hamlet qui a tué le père de Hamlet pour épouser la mère de Hamlet. Bon. Est-ce que Hamlet simule la folie ou pas? Je ne sais pas.
ce type, ça, non? Mais la folie d'Hamlet va être toute présente dans la pièce, puis on va s'apercevoir qu'il la simule un peu ou qu'il peut la maîtriser un peu plus. Mais ce dont j'ai envie de vous parler, c'est pas de la pièce elle-même pour la pièce, c'est de la façon dont elle a été reçue dans un pays d'Afrique où elle a été montrée. Et dans le pays d'Afrique, ils ont dit, mais bah quoi? Que l'oncle épouse la mère, il n'y a rien de plus normal. Alors que nous, bon, l'oncle épouse la mère après le meurtre, c'est pas normal, mais on ne sait pas s'il l'a tué vraiment. Et puis l'autre chose que vont dire les Africains, c'est pourquoi Hamlet et Horatio n'ont pas parlé de ce fantôme à toute la communauté? Pourquoi ils l'ont gardé pour eux? Bah, parce qu'ils étaient sages. Non, non, il dit, il n'est pas sage. Il faut en parler à tout le monde quand il y a un fantôme qui se manifeste. Il faut en discuter, il faut réfléchir ensemble, c'est grave. Eh bien, c'est ça. Il y a un mouvement actuellement qui s'appelle la psychiatrie critique et qui essaye de dépsychiatriser la psychiatrie tout en continuant à reconnaître que la folie, il faut s'en occuper. Et il y a aussi des mouvements qui sont valorisés par l'OMS qui concernent la psychiatrie communautaire. L'OMS se dit, ça va pas, on est dans une psychiatrie biomédicale et il faudrait favoriser la psychiatrie communautaire dans laquelle on valorise les capacités des personnes, on prend en compte leurs difficultés, leur environnement, les forces de proposition qu'il y a autour d'eux, et on ne les confie pas à des spécialistes qui les médicamentent et les diagnostiquent. Enfin, dans l'autre ordre. Voilà comment peut-être on peut avoir des pistes, mais surtout si je fais une conférence, c'est pour pouvoir discuter avec vous après, ailleurs, dans un autre moment, sur tout ce que je vous ai dit, parce que vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Je pense que ça peut être tout à fait polémique. Et pour conclure, je voudrais vous proposer un petit poème qui vient des Amérindiens. Parce que je trouve que ce poème montre la façon dont ces peuples parlaient de la différence et de quand quelqu'un n'était pas comme il faut, ils savaient en parler. Et donc, dans cette ethnie Cri d'Amérique du Nord, le nom, on avait un nom à la naissance, mais quand on devenait adulte, il y avait la communauté donnait un autre nom à la personne en fonction de ce qu'on avait compris d'elle. Et donc ce petit poème raconte l'histoire d'une femme qui va acquérir le nom de Silencieuse jusqu'au dégel. Son nom raconte comment cela se passait avec elle. La vérité, c'est qu'elle ne parlait pas en hiver. Tout le monde prit l'habitude de ne pas lui poser de questions en hiver, une fois connu ce qu'il en était. Mais le premier hiver où cela arriva, nous avons regardé dans sa bouche pour voir si quelque chose était gelé, sa langue ou quelque chose d'autre au-dedans. Mais après le dégel, elle se mit à parler et nous dit que cela était merveilleux ainsi pour elle. Alors, à chaque printemps, nous attendions